Estelle n'a jamais envisagé le pire. La mère de Stéphane, dont un os du bras a été retrouvé au Cap d'Antibes cette semaine, vit en Espagne près de Valence. Pendant près de 20 ans, jusque sur ses bords de plage, elle n'a cessé de chercher son fils, sur tous les visages. Ça m'est arrivé quand au matin, vous voyez quelqu'un qui dort sur un banc, m'approcher voir si c'était lui. C'est des réflexes machinaux qu'on a de penser si c'est lui, donc on regarde de près quand on voit un visage. Pourtant, de l'autre côté de la Méditerranée, en France, il y a 6 jours, Estelle a dû affronter la réalité. Il n'y a plus aucun espoir de retrouver Stéphane vivant. Épilogue d'une étrange découverte faite il y a tout juste 9 mois sur la baie d'Antibes. Près du sentier des douaniers qui longe les riches villas de milliardaires. Une découverte faite à 6 mètres de profondeur. Le début d'une affaire hors norme. Vincent Bélanger est journaliste à Nice Matin. Au mois de février, un pêcheur part à la chasse aux oursins et tombe sur un crâne, sur des os. Donc tout de suite, il alerte la gendarmerie nautique qui se lance à l'eau. Cette brigade de gendarmerie est spécialisée dans les scènes de crimes sous-marines. Les plongeurs ratissent le périmètre et découvrent de nouveaux ossements. Un fémur, 3 autres fragments de squelette, dont un bout de mâchoire et 2 bras. Le plus étonnant, c'est un message inscrit à l'encre indélébile. Il y a une inscription sur le crâne, mort au pédophile, avec une cible écrite à la main à l'encre indélébile. Donc forcément, ça ouvre énormément de questions. Afin de résoudre cette énigme, les ossements sont envoyés à l'Institut médico-légal de Nice pour procéder à des prélèvements ADN, sous couvert du secret de l'instruction. C'est Bernard Marc, médecin légiste, lui aussi, à Marne-la-Vallée, qui a bien voulu nous expliquer à partir d'échantillons comment les enquêteurs réussissent à faire parler ces bouts de squelette. On reçoit l'os. La première chose qui va être faite, évidemment, avant de le couper, ça va être de le mesurer, d'en analyser les courbures. C'est comme cela que les médecins légistes de Nice ont pu établir que les ossements appartenaient à 2 hommes et 2 femmes. Ensuite, on va donc gratter à l'intérieur, essayer de récupérer le plus possible de matériel. Le matériel, c'est cette matière à l'intérieur de l'os qui permet d'identifier l'ADN. Une fois analysés, ces prélèvements sont ensuite comparés avec le fichier des empreintes génétiques de la police. À Nice, pour l'heure, un seul os a parlé, celui de Stéphane Hirson, le fils d'Estelle. Comment le jeune homme, disparu en région parisienne, s'est-il retrouvé à 1000 km de chez lui? Pour essayer de faire la lumière, les enquêteurs vont devoir se pencher sur l'histoire d'un garçon, mal dans sa peau. Stéphane est né le 15 février 1976. Il a grandi à Lagny-sur-Marne, dans ce quartier pavillonnaire. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Valérie est sa cousine la plus proche. Elle le considérait comme un frère. Enfants, ils ont joué ensemble, ici, dans cette maison. Sa chambre, elle est là-haut, là. C'est le Velux. C'était sa chambre. C'est là où vous vous êtes retrouvés aussi en famille, dans cette maison-là? Oui, dans cette maison. C'était sa maison, la maison que ses parents avaient fait construire. C'est la première fois qu'elle revient à Lagny depuis l'annonce de la mort de Stéphane. Besoin de revivre ces moments d'enfance heureuse. Stéphane est là, en train de dormir. Et on faisait mon anniversaire et puis il s'était mis en train de dormir. Puis des vacances, des photos de vacances, où Stéphane s'était déguisé, on était tous déguisés. Là voilà, il jouait l'Indien. Une enfance ordinaire, mais une adolescence plus compliquée. Stéphane a rapidement quitté l'école à 16 ans, préférant les copains de la cité d'en face, à 300 mètres. Le grand bâtiment, là, c'est la cité du coin. Et de là, il y a peut-être des mystères qui sont
qui sont de là-bas. Peut-être qu'il a des copains là-bas, il avait des copains là-bas. Des mystères peut-être liés à des petits trafics de drogue au pied de ces barres d'immeubles HLM. Ses proches même s'en inquiétaient. Il n'était pas blanc-blanc, ça c'est sûr, c'était pas un ange. Parce qu'il était influençable. Il s'est fait influencer par peut-être beaucoup de copains. Maintenant, moi, personnellement, je ne les connais pas, ces amis-là. Je sais qu'il allait dans les caves, il y avait des caves, et que ma tante a été le rechercher dans les caves, voir s'il n'était pas dans les caves. Ça, oui. Maintenant, moi, je ne connais pas ces personnes-là qui ont peut-être influencé ou qui ont fait des choses pas très belles, qui savent peut-être quelque chose et qui, depuis 20 ans, n'ont rien dit. 20 ans après, les mêmes interrogations. Mauvaise fréquentation ou mauvaise rencontre qui aurait mal tourné. L'une de ses copines de l'époque avait remarqué qu'il entrait souvent dans des crises de nerfs violentes. Je ne savais pas trop pourquoi il était comme ça. C'est un garçon perturbé. Il était devenu énervant, énervé. Il tapait dans les murs, voilà, des choses comme ça. Et il faisait des bêtises, quoi. Il cassait un tabouret ou une chaise. S'il était énervé, bon, ça n'allait pas plus loin puisque ça s'arrêtait tout de suite. Et puis à un moment donné, ça s'arrêtait plus, voilà. Stéphane a passé 5 jours en hôpital psychiatrique pour l'aider à surmonter ses crises, sans diagnostic à la clé. La veille de sa disparition, Stéphane entre dans une colère noire à quelques jours de son 18e anniversaire. La maman de Stéphane en avait témoigné lors d'une émission télévisée sur la douleur des parents de disparus. Mon fils a disparu 3 jours avant ses 18 ans. Il m'avait demandé qu'on fête son anniversaire à la maison, puisque j'habitais un pavillon et en dessous, il y avait une belle salle. Donc, c'était pour ses 18 ans et je lui dis, écoute, tu sais très bien que tes copains, on ne veut pas les voir ici. Donc, je préfère qu'on loue une salle, on organise tout, mais pas à la maison. Donc ça l'avait mis quand même un petit peu en colère après moi, ce soir-là. Le 11 février 1996, il est 7h30 du matin quand Stéphane quitte la maison. Ce jour-là, le jeune homme explique à ses parents qu'il a rendez-vous avec un ami qui habite dans la cité HLM à 2 pas. Ensemble, ils ont prévu de se rendre à l'ANPE de Meaux, à 40 minutes de Lagny-sur-Marne. Mais Stéphane, parti sans argent ni pièce d'identité, ne s'est jamais présenté chez son ami. Ne le voyant pas revenir, sa mère ne prévient pas tout de suite la police. Elle pense qu'il est parti sur un coup de tête au ski avec des copains. Dès les premiers jours, il y a eu une fausse piste. C'est que la maman d'un des copains m'a dit « Mon fils est parti aujourd'hui au ski avec tout un groupe d'amis. Et je sais qu'en dernière minute, il y en a un qui s'est mis dans le voyage. » Donc, cette fausse piste, c'était là, puisqu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas de mobile, il n'y avait rien. Il fallait qu'on attende que l'enfant téléphone à sa mère pour dire « Maman, t'inquiète pas, tout va bien. » 5 jours plus tard, toujours pas de retour de Stéphane. Estelle signale sa disparition au commissariat. Le temps passe, l'enquête ne donne rien. Estelle échafaude toutes sortes de scénarios. Peut-être un accident de voiture, une perte de mémoire, amnésique, parti dans un pays étranger, rien vouloir savoir de nous. Tout vous passe par la tête. Règlement de compte. 5 ans après, déchirés par la disparition de leur fils, les parents de Stéphane se séparent et vendent le pavillon de Lagny-sur-Marne. Estelle part s'installer à Cullera, en Espagne. En France, Valérie, la cousine de Stéphane, remue ciel et terre pour le retrouver. J'écris pour relancer l'affaire, à plusieurs personnalités même. À qui? Au président de la République. J'ai écrit aussi au ministre de l'Intérieur, au garde des Sceaux. Et puis, évidemment, j'ai écrit au parquet de Meaux. Et là, j'ai une réponse qui me dit « on va essayer de faire quelque chose ». Grâce à sa détermination, en 2004, l'enquête est relancée. 10 ans après. Stéphane est signalé en Savoie, puis dans la région de Toulouse, où il travaillerait dans une salle de sport. Des gens l'auraient même repéré jusqu'en Thaïlande. Que des fausses pistes. Il y a 8 mois seulement, Valérie pense enfin avoir retrouvé la trace de son cousin. Un ancien camarade croit l'avoir vu dans le métro. J'ai un
un coup de téléphone de quelqu'un qui connaissait Stéphane, un ami d'enfance, qui était au collège ensemble, et qui aurait cru voir Stéphane à la station Châtelet-Léal à Paris, mais partie RER, avec un groupe de musiciens, un musicien qui jouait du tam-tam. Et parmi ces musiciens, il y avait quelqu'un qui ressemblait très fort à Stéphane. L'homme sur la vidéo est grand, mince et le visage émacié, comme Stéphane. Une scène tournée en mars dernier. Une énième fausse piste. Les gendarmes plongeurs avaient déjà repêché un mois plus tôt l'ossement portant l'ADN de Stéphane. Une découverte qui anéantit les espoirs d'une famille et ouvre une myriade de questions pour les enquêteurs. À quand remonte exactement le décès de Stéphane? Qui sont les deux femmes et l'autre homme dont les ossements ont été retrouvés au même endroit? Que signifie cette inscription mort au pédophile sur le crâne? Leur seul indice est l'interprétation des médecins légistes. S'il y a une inscription sur le crâne, ça signifie simplement que l'inscription a été faite sur un crâne nu. C'est-à-dire qu'il n'existait déjà plus de tissu, de peau, d'éléments capables de gêner cette inscription. Donc le crâne a déjà été mis à nu. L'inscription au marqueur noir n'a pu être faite que bien après la décomposition des corps. Les décès des 4 personnes remonteraient à au moins 10 ans. Pour l'heure, la première hypothèse est que ces ossements ont été d'abord enterrés, puis jetés à la mer récemment, peu avant leur découverte en février au Cap d'Antibes. En Espagne, aujourd'hui encore, Estelle, la mère de Stéphane, nourrit le mince espoir que son fils serait toujours vivant, quelque part. On a toujours espoir qu'il sonne à la porte. Plusieurs personnes m'ont dit non, il faut que tu arrêtes, il faut que tu commences à faire un deuil que tu n'arrives pas à faire depuis 20 ans. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, non. Il est hors de question que je commence à... Non, non. Tant que je n'aurai pas toutes les réponses, je ne pourrai pas. Je veux garder le peu de fil qui me relie encore à lui. Faut que je le garde et on verra. Les ossements d'Antibes dévoileront-ils un jour leur secret? L'enquête vient d'être confiée à la police judiciaire de Marseille pour enlèvement, séquestration, homicide et recel de cadavres. Les enquêteurs n'écartent aucune piste, y compris celle d'un serial killer.